Mon tour est venu de parler maintenant des traitements pour le diabète de type 2 et les évolutions futures qu'on aura dans ce domaine thérapeutique. Le but de la recherche sur le diabète qui nous réunit tous ici, c'est d'essayer, après des avancées irrégulières, pas toujours spectaculaires, progressives, ce beau dessin de Mordillo m'inspire parce que la recherche, c'est les deux flèches rouges qui essayent de resserrer l'étau du sablier pour que les jours heureux des diabétiques continuent longtemps et ne soient pas perturbés par un débit trop rapide dû aux complications. Il est clair que les caisses maladies ont plutôt tendance par leur activité à élargir ces traits, à mon avis. Ceci dit, on va parler aujourd'hui du glucagon. Qu'est-ce que le glucagon? Quel rôle roule-t-il dans le diabète? Et puis, quelle importance il va avoir dans la suite de nos traitements de diabétiques de type 2. Quand on évoque le diabète, on résume de cette façon, diabète égale trop de sucre égale manque d'insuline. C'est le schéma classique. Et puis après, on arrive à la dépanneuse qui est l'insuline, qui dépanne la cellule bêta. Là, la cellule bêta, avant de la remorquer par l'insuline, on peut éventuellement la doper avec quelques médicaments pour qu'elle soit plus efficace. Mais en fait, c'est le schéma de la base de thérapie du diabète qui est tout à fait applicable pour le diabète de type 1, mais qui n'est pas applicable totalement dans le diabète de type 2. Ce concept, donc, diabète, trop de sucre, pas assez d'insuline, est un concept qui tient pas compte d'un acteur important dans la régulation de la glycémie, que je vous ai déjà donné, c'est le glucagon. Qu'est-ce que le glucagon? Ici, on a un îlot des cellules bêta avec l'insuline en vert fluo. Et voyez les points rouges en périphérie qui sont les cellules alpha qui font le glucagon. Ces deux cellules, comme par hasard, sont l'une à côté de l'autre dans l'îlot de Langerhans. Le déficit de la cellule bêta est bien connu dans le type 1 et dans le type 2. Il est aussi admis comme un des éléments de l'hyperglycémie, mais probablement il est plus le résultat, comme vous le verrez, d'une hyperactivité du glucagon plutôt qu'une hypoactivité de la cellule bêta qui s'installe progressivement. Quel est le rôle du glucagon? Le glucagon est essentiel dans la maintenance de la glycémie dans le sang, dans l'organisme. C'est l'opposé de celui de l'insuline. L'insuline fait descendre le sucre, le glucagon le fait monter. Et comme dans votre frigo, vous avez un thermostat qui fait monter ou descendre la température selon ce que détecte le mesureur de température. Quand la température monte, la pompe s'enclenche pour descendre la température. Quand la température est descendue à un certain niveau, la pompe se désenclenche et la température remonte et il y a cette balance continuelle. Eh bien, pour le glucagon et l'insuline, il se passe le même phénomène. Quand l'insuline diminue son activité, qu'est-ce que ça veut dire pour la cellule alpha? Ça veut dire que le taux de sucre dans le sang est descendu. Si le taux de sucre est dans le sang descendu, je me réveille parce que ça voudra dire qu'à un moment, je vais me mettre en action pour remonter le sucre qui descend. Et quand le glucagon a fait remonter le sucre qui descend, l'insuline ressort en disant « Tiens, le sucre monte, il faut que je le redescende ». Et quand l'insuline est sortie pour régler cette glycémie, le glucagon comprend qu'il doit arrêter de faire du sucre. Et à ce moment-là, l'équilibre est parfait. Chez le diabétique, cet équilibre est rompu. Le glucagon a un rôle primordial dans l'hypoglycémie. Si vous ne mangez pas pendant plusieurs heures, le taux de sucre ne sera pas garanti par le croissant que vous allez manger à 8 heures si vous êtes à midi, mais il sera maintenu au moment où la glycémie descendra, il sera maintenu par le glucagon qui, sentant la glycémie descendre, va faire remonter le sucre. Le phénomène est bien connu pour la nuit. Et beaucoup de diabétiques savent que quand ils se couchent, ils ont probablement une glycémie meilleure que le lendemain matin alors qu'ils n'ont pas mangé. Eh bien, c'est parce que pendant la nuit, le glucagon s'active et fait monter le sucre. Et l'insuline, qui est moins performante, n'arrive pas à faire le contrepoids. Et en fait, pendant le jeûne, la glycémie est maintenue par le glucagon. Si vous ne mangez pas pendant 3 jours et que vous n'êtes pas diabétique, vous aurez un taux de sucre normal dans le sang par le fait que le glucagon permettent de maintenir le taux de sucre. Dans les efforts physiques extrêmes, les réserves de glycogène, c'est-à-dire de sucre dans le foie sur lequel le glucagon se repose pour faire monter le sucre,
peuvent être épuisées, et c'est le fameux coup de pompe dans le tout. Si vous regardez le Tour de cycliste français, vous voyez l'étape des 4 cols. Au milieu du 4e col, il n'y a plus assez d'énergie, et les gens se font lâcher petit à petit, sauf ceux qui sont bien dopés. Les cellules alpha donc, et les cellules bêta travaillent ensemble, et pour bien régler ce taux de glycémie, l'hyperglycémie dans le diabète de type 2 est le résultat en grande partie d'une hyperactivité de la cellule alpha. Et là, j'ai trouvé un joli dessin qui va vous réveiller. C'est un dessin de Dubout, qui au départ s'appelait la ménopause orageuse. Et je pense qu'il peut très bien être adapté à notre situation. Ici, on a une cellule alpha qui est ravageuse, et puis une cellule bêta qui essaye de se défendre. Et puis la cellule bêta, au bout d'un moment, elle est épuisée par le ravage de la cellule alpha. Ce n'est pas un concept très ancien, mais c'est un concept qui a de la peine à se mettre en place dans le diabète de type 2. On pense toujours au déficit de la cellule bêta, mais pas à l'hyperactivité de la cellule alpha. Il est clair que si on arrivait à calmer la cellule alpha, on arriverait à changer beaucoup de choses dans l'évolution du diabète de type 2. La cellule bêta est épuisée par l'hyperactivité de la cellule alpha. Donc, on voit au dessin d'avant. La sécrétion d'insuline diminue progressivement parce que la cellule bêta n'arrive plus à suivre, jusqu'à nécessiter une insulinothérapie. C'est schématisé parce qu'il y a beaucoup d'autres intervenants, mais c'est pour vous faire entrer la notion de quel est le rôle du glucagon dans le diabète de type 2. Et pour pallier à ce déficit d'insuline, on pourrait se dire, si on neutralisait le glucagon, et puis qu'on ne traitait pas l'effet du glucagon, mais l'effet antérieur, c'est-à-dire diminuer l'activité du glucagon, parce que le glucagon, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement dans le foie dire aux cellules qui ont les réserves de glucose à disposition de les lâcher pour que la glycémie monte. Et puis alors, on revient à notre dessin de tout à l'heure. Si on arrivait à supprimer par une action chimique, médicamenteuse, et de freiner la cellule alpha, la cellule bêta s'en porterait beaucoup mieux. Là, j'ai fait un petit schéma pour montrer par quelle possibilité on pourrait agir sur cette hyperactivité du glucagon. Eh bien, la cellule hépatique a une fonction qui est induite par le glucagon, que j'ai représenté là par une étoile, qui va se fixer par un petit appendice qui est sur la cellule hépatique. Et le glucagon se fixant sur la cellule hépatique, c'est-à-dire la cellule du foie, va déclencher la production de glucose. Et dans le type 2, on aurait trop d'activité entre le glucagon et la cellule hépatique. Donc une possibilité thérapeutique, ce serait de bloquer le récepteur du glucagon sur la cellule hépatique, et le glucagon n'arriverait plus à agir sur la cellule hépatique et le glucose ne monterait plus. Ça a été fait expérimentalement et ça marche. C'est effectivement une thérapie qui a été faite. On a induit des souris en diabète de type 1 avec un traitement de streptozotocine. Ça détruit toutes leurs cellules bêta, leurs cellules alpha continuent à marcher. Et les souris diabétiques de type 1 montent leur glycémie par l'hyperactivité du glucagon et non pas par seulement ce qu'on mange et qui ne peut pas être pris en charge par l'insuline. Et au moment où on bloque le mécanisme du glucagon pour faire monter le sucre dans le sang, eh bien, on normalise la glycémie. Je parle bien des diabètes de type 1. Alors, c'était un truc révolutionnaire, et puis on peut se dire, voilà, on a trouvé le traitement. Seulement, bloquer le glucagon est dangereux en raison d'hypoglycémie, puisque c'est le glucagon qui fait la contrebalance. Quand le sucre descend, le glucagon monte. Par contre, quand le glucagon fait monter le sucre, s'il n'a pas l'insuline comme ennemi, entre guillemets, il continue à faire monter le sucre. Mais sans glucagon, il faudrait manger sans arrêt pour maintenir son taux de sucre. Si on ne mange pas pendant quelques heures, le taux de sucre se maintient, à moins qu'on ait une dose d'insuline qui la fait descendre. Mais si on n'est pas diabétique, le taux se maintient. Et si on est diabétique et on fait une hypo, on bloque complètement le glucagon et c'est extrêmement dangereux. Et c'est un mécanisme qui n'est pas actuellement applicable au niveau de la thérapeutique. Parce que quand on bloque un récepteur, on bloque l'action d'une hormone extrêmement importante dans la contre-régulation du sucre. Et deuxièmement, quand on bloque un récepteur, il s'accumule la substance qui est produite pour activer ce récepteur. Et comme le récepteur est bloqué, le glucagon s'accumule dans le sang et l'excès du glucagon est néfaste pour l'organisme. Et ce n'est pas une approche thérapeutique qui est totalement sans danger.
Maintenant, pour le type 2, on a déjà une approche diabétique via l'abaissement du glucagon. Le docteur Jorneva vous en a parlé, c'est le traitement par les incrétines. Les incrétines, donc le blocage du glucagon fait son apparition dans le traitement du diabète de type 2, ce qu'on n'avait pas avant. Et je vous assure que dans les années 90, diabète de type 2, si ça n'allait pas sous metformine, on passait direct à l'insuline. Puis vous savez que l'insuline et le diabète de type 2 font bon ménage pendant un certain temps pour la glycémie, mais pas pour le reste de l'organisme. Ça augmente les lipides, ça augmente les stocks, ça augmente le poids, et pour finir, on fait un cercle vicieux. Donc la thérapie par les incrétines, c'est la première thérapie qui permet, via des médicaments qui sont les inhibiteurs de la DPP4, dont le plus prescrit en Suisse est le Januvia, et les agonistes du GLP-1, ces deux médicaments qui agissent par le même biais. Il y en a un qui est oralement, qui augmente l'activité du GLP-1, dont on vous a déjà parlé, dans l'organisme et de son effet favorable sur les îlots, les cellules bêta et alpha. Et puis les agonistes du GLP-1, c'est carrément des GLP-1 qu'on injecte, donc on arrive à des doses sanguines beaucoup plus élevées de GLP-1 par une injection subcutanée que par un traitement oral avec la DPP4. Alors, juste un petit rappel du fonctionnement du GLP-1. Vous voyez les cellules à insuline en bleu, vous avez les cellules à glucagon en jaune, et vous avez les cellules à somatostatine, qui sont encore un domaine où il n'y a pas d'application thérapeutique, mais il est possible que plus tard, on va en avoir. Mais enfin, si on regarde ce que fait le GLP-1, cette fameuse substance à un nom un peu barbare, le GLP-1 augmente la sécrétion d'insuline, augmente la synthèse d'insuline dans les cellules bêta, et surtout, il diminue la sécrétion de glucagon, et par cette diminution de la sécrétion de glucagon, il diminue l'augmentation de la glycémie due à l'hyperactivité de la cellule hépatique à produire du glucose. En simplifiant, ces médicaments, ils stimulent la sécrétion d'insuline, ils diminuent la sécrétion de glucagon, ces deux effets bénéfiques qui se couplent parfaitement bien, et pour les analogues du GLP-1, ils ralentissent la vidange gastrique, et de ce fait, ils rendent la satiété plus rapide après un repas. Il peut la rendre tellement rapide, tellement plus efficace qu'elle donne des nausées, comme vous a dit le docteur Jorneva. En général, ça s'atténue un peu avec le temps. Donc, la conjugaison entre la stimulation de la sécrétion d'insuline et la baisse de l'activité du glucagon peut essayer de ramener l'harmonie dans le couple que vous avez vu tout à l'heure. Et il semble que la cellule bêta est beaucoup plus à l'abri avec ces entrevues thérapeutiques. Rétablir par les incrétines l'harmonie du couple, c'est un challenge intéressant. Ceci dit, aborder le diabète de type 2 par l'angle d'empêcher la glycémie de monter via l'inhibition de la néoglucogénèse, c'est-à-dire la fabrique de sucre dans le foie, plutôt que de baisser la glycémie par l'insuline, aura certainement un développement important dans le futur du traitement du diabète de type 2. En effet, cette approche d'empêcher de monter la glycémie est une des approches par le GLP-1 et le contrôle du glucagon seront une des clés principales. Donc le glucagon va refaire surface dans les nouveaux traitements. Et voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Je vous remercie de votre attention. On a le temps pour quelques questions, parce que j'étais expéditif. Donc, en gros, c'est la nouvelle approche thérapeutique du diabète de type 2. On parle plus de GLP-1 que d'insuline. C'est sûr qu'à un moment donné, quand la cellule bêta est vraiment épuisée, on a le mélange d'insuline et de GLP-1, qui s'appelle Xultophy actuellement, qui peut venir suppléer, parce qu'un peu d'insuline aide le GLP-1 à remplir sa mission, si vous voulez. Mais à l'avenir, les arrosages d'insuline, comme l'on voit dans les journaux, revues médicales, diabétologiques américaines, où ils ont sorti une insuline U500, c'est-à-dire qu'il y a 500 unités de concentration. C'est pour les gens qui peuvent se faire 200 unités de rapide avant un repas, dans les grosses insulinorésistance chez les gens, les obèses qui ont des excédents de poids faramineux et qu'on entretient encore avec ces injections.